Salutations. Alors, avec un mois presque deux de retard, je vous présente la première vidéo de ma chaîne YouTube, Une histoire de cinéma. Alors, un mois, presque deux, car à la base, je voulais sortir cette vidéo en fin d'année. Chose que j'ai complètement ratée comme vous pouvez le voir. En effet, avec la sortie du tant attendu Avatar la voix de l'eau, je me suis dit que cela pouvait être intéressant de découvrir l'histoire et toutes les personnes qui ont œuvré derrière le premier film. Mais comment dire, mes recherches ont pris 5 mois, ce qui est complètement énorme. Et encore actuellement, à l'heure où je m'enregistre, je n'ai pas encore fait le montage. Donc je m'excuse d'avance si parfois le montage il est un peu bizarre, car je ne sais pas encore réellement monter de vidéo, et si parfois je vais un peu trop vite. En effet, j'ai dû faire des choix dans mes sujets et dans mes exemples, car comment dire, le film Avatar est un film qui touche tous les domaines. Je veux dire par là que James Cameron il a pensé à tout, à savoir la science, la nature, la langue, les animaux, les graphismes, il a pensé à tout. La liste pourrait être bien plus longue, mais comment dire, j'ai un peu la flemme de vous la faire. Donc j'ai dû faire des choix. Alors, hormis le fait que le second film est sorti le 14 décembre en France, j'ai choisi de traiter ce sujet-là, justement, pour ça. Car ce film m'intéresse énormément, et surtout qu'il y a un truc très intéressant avec ce film-là, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'à chaque fois que je le regarde, je me pose des centaines de questions. Des questions comme comment ils ont pu faire ça, pourquoi ils ont fait ça, comment James Cameron a eu ces idées-là, pourquoi ils sont bleus, bordel. Laissez tomber la dernière question, mais ne vous inquiétez pas, je vais y répondre dans cette vidéo. Alors pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous parler du deuxième film, car nous n'avons pas encore assez de sources pour en faire une vidéo complète, et que, comment dire, si je devais vous ajouter le deuxième film dans cette vidéo, elle durerait 3 heures, voire plus. Je ne vais pas aussi vous faire une critique personnelle du premier film, Avatar, car, comment dire, ce n'est pas le but de ma vidéo, et que vous pouvez en trouver des centaines de vidéos comme ça. Mais je vous conseille quand même l'excellente vidéo de Fermela sur les pires critiques d'Avatar. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà vu et qui verront ma vidéo entièrement, vous verrez qu'à certains moments, il s'est un peu trompé. Mais c'est pas grave. Vous verrez aussi d'ailleurs que comment dire, j'ai départagé ma vidéo en un plan assez lycéen collégien. Voilà, je m'en excuse d'avance. J'ai un peu pris la facilité. Mais si certains sujets vous intéressent, vous pouvez trouver une bibliographie dans la description dans laquelle vous trouverez toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Mais je vous en dirai un peu plus en fin de vidéo, car maintenant direction Pandora, ou plutôt 1995, en Amérique. Alors c'est sûr que quand on regarde le film aujourd'hui, on peut se demander comment James Cameron a eu l'imagination pour créer Avatar. En effet, il faut remettre le début de cette histoire dans son contexte. En 1995, le réalisateur est alors lancé dans le projet du film Titanic. C'est durant la même année qu'il finit un traitement de 80 pages sur le monde d'Avatar. Dans ce traitement, on pouvait trouver des descriptions de décors, de créatures et de personnages. On parle alors d'être idéal, plus grand, plus mince, plus musclé, plus agile, mais surtout bleu. Et jamais le maquillage n'aurait suffi pour ajouter le réalisme nécessaire au film. Et à cette époque, c'était pratiquement la seule option. Il faut se dire que l'art du maquillage a grandement contribué au cinéma, et encore aujourd'hui, mais il nous a aussi montré que pour certains projets, il possédait trop d'inconvénients. Par exemple, en 1941, durant le tournage du film Le Loup-garou, il fallait 6 heures pour les maquilleurs pour changer l'acteur Lon Chaney Jr. en la bête, et 3 heures pour lui enlever le masque. Alors vous allez me dire qu'il y a eu du progrès pendant ce temps. Oui, mais non. Comme nous le montre le cas de Jim Carrey dans le film Le Grinch, en 2000. Il lui fallait 3 heures pour enfiler le costume de la créature verte, et nous savons que l'acteur n'aimait pas vraiment son costume, car cela l'empêchait de bien jouer, et ça le grattait trop. De plus, on doit ajouter d'autres contraintes, comme celle de l'environnement, de l'épuisement, mais aussi de l'argent, mais surtout que le physique des navis était un physique bien trop éloigné de celui de l'homme. Bref, il était impossible pour James Cameron que les navis soient joués par des acteurs. À ce moment-là, on peut penser à Jurassic Park, car de nombreux dinosaures avaient été rajoutés par ordinateur. Il s'agissait bien là d'un chef-d'œuvre technologique, mais le réalisateur s'était vite rendu compte qu'il ne pourrait pas faire comme Spielberg. Tout d'abord parce que les dinosaures n'étaient pas les héros du film. Or, c'est le cas des navis. Il n'y avait que seulement 55 plans de dinosaures virtuels, alors imaginez combien il en faudrait pour Avatar. De plus, il était important pour James Cameron de voir les émotions des personnages. Et nous savons que les dinosaures et les expressions faciales, comment dire, ils étaient assez limités. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas réellement dotés d'intelligence et de sensibilité, comme les navis. Il existait alors une dernière option en 95, celle de la capture de mouvement. Il s'agissait alors d'une toute nouvelle technologie qui permettait à un comédien équipé de plusieurs capteurs
de transférer ses gestes à un ordinateur. Le résultat a été ensuite utilisé comme base pour l'animation de personnages en images de synthèse. Mais encore une fois, cette technologie n'était pas suffisante ou du moins pas assez évoluée, car il fallait pouvoir traduire les expressions du visage, capturer les émotions des comédiens. Pour finir, on peut rajouter une dernière complication qui n'était pas des moindres. En effet, James Cameron était à ce moment-là sur le projet du film Titanic. Il s'agissait alors d'une énorme production qui prenait énormément de temps au réalisateur. Il n'était donc pas encore temps pour Avatar. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais l'un des avantages, mais en même temps c'est son inconvénient, c'est que le temps lui, il s'écoule. Et Cameron, il en profite toujours. Il en profite pour améliorer son scénario et les détails du monde de Pandora. En effet, après le succès hallucinant de Titanic, le réalisateur décide de s'en retirer pour travailler sur son nouveau projet secret. Il en fait part à son collaborateur de toujours, John Lando. Durant les 8 ans après la sortie de Titanic, le réalisateur va effectuer de nombreuses explorations sous-marines. Cette période est une période de transition et d'évolution, car c'est durant celle-ci qu'il perfectionne son système de double caméra durant la réalisation d'un documentaire en 3D, sur les fonds marins. Il va aussi en profiter pour améliorer ses compétences dans la gestion d'équipe, ce qui n'était pas réellement son point fort. C'est aussi durant cette période qu'on va constater les progrès dans la technique de capture de mouvement, notamment avec le film de Robert Zemeckis, le Pôle Express avec Tom Hanks. Mais c'est bien sûr le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux que Cameron comprend que le monde du cinéma était prêt pour Avatar. John Lando lui avait compris en même temps, à savoir en 2002, durant la réalisation de l'adaptation de Brodeur Thermique. Lightstorm Entertainment, la société de production de James Cameron, était capable de capturer les mouvements du visage des comédiens avant de les envoyer dans les ordinateurs de chez Industrial Light and Magic. C'est durant la réalisation de ce projet qu'on remarqua qu'il était plus efficace que les animateurs transmettent directement le visage de l'actrice à son personnage de synthèse plutôt qu'utiliser une animation traditionnelle. De plus, la technologie 3D était aussi en pleine évolution et était même prête à être utilisée. Mais James Cameron voulait plutôt être prudent en l'utilisant dans un projet plus petit. C'est au final son ami Stan Winston, le créateur des robots de Terminator, qui le convainc que cette technologie audacieuse méritait d'être utilisée sur un projet tel qu'Avatar, et qu'il s'agissait même du sujet rêvé pour l'utilisation de la 3D. Avec l'amélioration de capture de mouvement et de la technologie 3D, James Cameron et John Lando avaient compris qu'il était presque temps pour mettre en production Avatar, mais qu'il fallait encore un peu plus de temps pour développer la technologie et de l'argent pour obtenir la qualité nécessaire pour le film. C'est à ce moment-là qu'apparaît, on va dire, un nouveau rôle, un nouvel acteur de notre histoire, à savoir la Fox. En effet, James Cameron et John Lando allèrent soumettre leur idée à la maison de production sans réellement, foncer tête baissée. Ils ont juste demandé à la base 10 millions de dollars, ce qui était quand même pas mal, pour pouvoir développer la technologie nécessaire. De plus, la maison de production avait le droit tout simplement de se retirer du projet si elle le souhaitait. Mais on ne dit jamais non à James Cameron, surtout pas après Titanic, et de plus, développer une nouvelle technologie permettait à la maison de production, ce n'était pas réellement, on va dire, une grosse perte, si vous voulez, puisque tout simplement une nouvelle technologie pouvait être utilisée dans un autre projet, si elle le valait. Donc, la Fox lança le feu vert. Trouver le design d'une planète et de ses espèces végétales et animales, ce n'est pas si simple. Surtout quand c'est James Cameron qui dirige. C'est ce qu'ont dû faire les artistes de la grotte. Alors la grotte, qu'est-ce que c'est? Après avoir reçu le feu vert du studio, James et John se sont directement mis au boulot et se sont installés à Playa Vista dans un quartier situé à l'ouest de Los Angeles. C'est là-bas que 4 dessinateurs ont été engagés. Il s'agissait de Wayne Barlow, George Duchel, Yuri Bartoli et Neville Page. J'ai sûrement saccagé leurs prénoms et leurs noms, mais oh, je suis désolé. On ajoute à cette équipe la présence d'un spécialiste des images de synthèse, Robert Power, qui devait réfléchir à la manière dont se déplaçaient les créatures de Pandora. Ces nouveaux arrivants vivaient dans la fameuse grotte, qui était en réalité une maison achetée spécialement pour cette occasion à Malibu. Ce nom vient directement de Cameron lui-même, car les artistes ne devaient rien dévoiler. Pour cela, ils ne savaient pas vraiment sur quoi ils travaillaient, mis à part qu'il s'agissait d'un film de science-fiction. C'est à cet endroit que le design de toutes les créatures que nous voyons dans le film ont été imaginés. James Cameron avait des idées précises tout en laissant une certaine liberté aux dessinateurs, mais il y avait quand même quelques règles à respecter. Nous savons que James Cameron c'est un explorateur, un scientifique dans l'âme, rien ne devait être laissé au hasard avec lui.
Tout devait être appuyé sur la science et devait respecter les principes les plus élémentaires des sciences naturelles. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les créatures que nous voyons dans le film ont des noms scientifiques, comme le Ténator, qui a un nom inspiré par le mot Ténatos, qui signifie mort en grec ancien. Pour les aider, James Cameron leur donna des croquis qu'il avait réalisés, des photographies des fonds marins pour l'environnement, et les aidait dès qu'il le pouvait. Il insistait aussi sur l'originalité des créatures, tout en insistant sur le fait que la morphologie devait respecter une logique scientifique. C'est donc sur ces règles que nos dessinateurs se sont mis au travail. Avant de vous expliquer comment les animaux ont été créés, je vais vous lire quelques mots du réalisateur qui explique pourquoi l'environnement de Pandora était si important pour lui. L'idée de départ consistait à mettre en scène une histoire familière dans un univers qui ne l'était pas. Je souhaitais décrire les aventures de quelqu'un qui découvre une culture et un monde inconnus sur une planète lointaine. Quand j'étais jeune, je dévorais tous les romans et toutes les BD de science-fiction que je pouvais trouver. En cours de maths, planqué derrière un livre, je passais mon temps à dessiner des extraterrestres. J'ai toujours rêvé de réaliser un film dans un décor à la fois inquiétant et majestueux. Comme j'y pensais depuis longtemps, Avatar s'est quasiment écrit tout seul en l'espace d'une quinzaine de jours. En effet, quand on regarde l'œuvre de James Cameron, on peut reconnaître les histoires qui l'ont influencé. Parmi elles, on peut citer Carter of Mars d'Edgar Rice Burroughs de 1964, L'homme qui voulait être roi de Rudyard Kipling de 1888. Le monde de Pandora a donc toujours existé dans la tête de Cameron. Mais un monde sans animaux, c'est plutôt un monde vide. Les travaux sur les créatures de la planète ont donc vite commencé. Dès le début dans le développement du projet, le réalisateur voulait que les animaux aient 6 pattes. Avatar devait avoir un univers différent que le nôtre, il ne fallait pas que cela soit du déjà vu. Donc rien que le fait de mettre 6 pattes et non 4 était une grande différence. Certaines devaient même avoir des membres ressemblant aux mains humains, ce qui rendait le dessinateur Neville Page perplexe. Voilà ces quelques mots sur le sujet. J'avais du mal à croire que ça puisse marcher, mais il faut bien comprendre que James réfléchissait au problème depuis 10 ans, alors que nous découvrions tout juste le traitement. Alors, comme je l'avais dit dans la partie précédente, James Cameron voulait une explication scientifique pour toutes les créatures de Pandora. Alors les dessinateurs ont dû réfléchir à une raison logique de la présence de ces deux membres supplémentaires. Finalement, ils ont tout simplement décidé qu'il s'agissait d'une évolution naturelle, car en fait, les animaux ont dû s'adapter à la forte densité de végétation sur Pandora. En fait, si vous voulez, les deux pattes supplémentaires permettaient en fait à l'animal de tout simplement avoir un meilleur équilibre. D'ailleurs, cette évolution naturelle, elle est visible dans une autre scène dans le film, à peu près vers le début, quand nous voyons des singes se balancer d'arbre en arbre. En fait, ces singes bleus, qu'on appelle Prolémuris, seraient comme pour nous et les chimpanzés sur Terre, des cousins éloignés des Na'vi, qui ont donc tous les deux des ancêtres communs. Comme quoi, tout simplement, comme sur Terre, les animaux de la planète Pandora ont connu une évolution naturelle au fil du temps. C'est donc pour cette raison-là que toutes les créatures de Pandora possèdent 6 membres. D'ailleurs, chacune des créatures a été designée par un ou plusieurs dessinateurs. Par exemple, le martereau a été designé par Yuri Bartoli. Pour le Ténator, c'est différent car ce sont tous les dessinateurs qui se sont lancés sur la bête. En effet, Cameron l'avait décrite ainsi. Une panthère noire à 6 pattes tout droit sortie de l'enfer, de la taille d'un semi-remorque, avec une queue venimeuse et une formidable mâchoire dotée de crocs d'une trentaine de centimètres. Alors, si moi je faisais partie des dessinateurs, mon Ténator ressemblerait à ça. Après, moi c'est normal que mon Ténator soit un peu moche. Mais dites-vous que les dessinateurs eux-mêmes ont dû galérer. En effet, James Cameron avait lui-même participé pour les aider. D'ailleurs, il avait fait ce dessin-là, qui est plus ou moins proche du design que nous avons dans le film, mais dites-vous que le Ténator a eu des centaines de designs différents. Par exemple, il a eu ce design-là. Oui, c'est le truc rouge moche à gauche, là, sur votre écran. Ou par exemple, il y a eu des feuilles entières sur son design, comme cette planche-là. Pourtant, dites-vous que le Ténator était une créature très importante. Dites-vous que tout simplement, dans le film, c'est la première menace que nous voyons. De plus, c'était le rôle du Ténator puisqu'il est censé nous montrer les dangers de Pandora. Mais il existe une autre créature qui nous montre bien les dangers que Jake va devoir affronter sur Pandora. C'est le Viperwolf. Alors encore, si pour le Ténator, vous étiez en train de vous dire que Cameron était un peu fou pour avoir imaginé une créature comme ça, là vous allez vous dire qu'il était soit bourré, soit drogué, et les dessinateurs en même temps, enfin eux aussi. Écoutez bien, le réalisateur voyait cette créature comme un croisement entre un chien et un chat, avec la possibilité de courir comme un loup et de grimper aux arbres comme un singe. Les dessinateurs ont ajouté la caractéristique de la fine pour donner une démarche plus souple au prédateur que celle du chien. La carapace de l'animal, elle, était pensée comme une queue de crevette et les écailles d'un serpent. Ce beau mélange nous donne ça.
Non, ça c'est mon dessin. On enlève ça, allez, voilà, ça. C'est quand même mieux. En fait, pour expliquer cette bizarrerie, les dessinateurs et Cameron devaient réfléchir à quel rôle allait jouer l'animal dans l'histoire, quel était le message qu'il allait transmettre, tout en alliant le familier avec l'étrange pour pas que quand on regarde le film, on se dise tiens, cette créature, je l'ai déjà vue quelque part. Non, Cameron ne voulait pas ça. Et s'il y a bien une créature très importante dans Avatar, surtout pour l'histoire, mais aussi parce qu'elle est très bizarre, c'est bien le Banshee. Il s'agit de la créature la plus importante du film. Le Banshee, ou bien Ikran en avis, est la monture de prédilection des Omaticaya. Elle joue d'ailleurs un rôle crucial durant la bataille finale, et c'est sur le dos de celle-ci que Jake et Neytiri vont développer leur romance. Mais c'est aussi cette créature qui fut la plus complexe à créer. Et là, je vous le dis, les dessinateurs pour le Banshee, ils ont dû faire un travail très minutieux et très subtil, très détaillé pour cette créature. Vous allez voir pourquoi. James Cameron voulait qu'elle soit différente des créatures volantes que nous connaissons. Pour lier le familier avec l'étrange, pour ne pas perdre le spectateur durant le film tout en lui faisant découvrir une toute nouvelle créature, les dessinateurs ont pris les concepts familiaux que nous connaissons, et les ont poussés vers une direction totalement opposée. C'est pour cela que quand on regarde l'Ikran, on a l'impression de voir un mélange de dragon et de ptérodactyle, mais ça va bien plus loin que ça. Les dessinateurs ont dû visionner plusieurs heures de documentaires sur les animaux volants, comme la chauve-souris, pour analyser comment la membrane de l'animal s'articulait. Grâce à des photos, ils ont étudié les vaisseaux sanguins des ailes, mais aussi la configuration du crâne. Ils ont aussi pris la caractéristique des aigles et des condors d'avoir des plumes au bout des ailes, qui leur permettent en fait de voler plus efficacement, et les ont remplacés par des membranes qui ont été inspirées par les ailes de la libellule. La Banshee en fait, quand on la regarde, c'est un oiseau nouveau qui nous fait penser à un ptérodactyle par son apparence, mais qui plane comme un rapace dans les airs. Je comprends mieux maintenant pourquoi les artistes ont pris des mois à créer cette créature. Et n'empêche, elle est quand même très stylée. Concernant les couleurs, c'est Daphne Yap du département artistique qui a été chargé de composer des chartes de couleurs pour toutes les espèces. Cette étape fut nommée la daphnisation par les équipes du film. Et je vais vous dire un truc, quand ton propre travail est tellement bon que tes propres collègues te donnent ton propre nom à ton travail, c'est que tu pèses dans le game. Et Daphne Yap, elle pèse dans le game. Car vraiment, quand on regarde le film et quand on regarde toutes les créatures, comment elles sont incroyablement jolies, enfin belles, surtout les créatures volantes comme le Banshee et le Toruk, vraiment, GG à toi Daphne. Vraiment, regardez-moi ce Toruk, il est tout beau, il est mignon, il est incroyable. J'ai arrêté parce que j'ai oublié que c'est quand même le plus grand prédateur de la planète. Et justement, en fait, Daphné, elle s'est dit qu'elle allait faire le contraire que sur Terre. Sur Terre, les grandes créatures et les prédateurs possèdent des couleurs assez uniques et non vives. Elle s'est dit que justement, elle allait donner des créatures vives et écarlates aux créatures de Pandora, car cela permettait de montrer aussi que ce monde était ouvert. Donc c'est pour cela que le Toruk ou le Léonoptérix pour les humains s'est vu attribuer une très grande palette de couleurs vives et écarlates par les équipes de Lightstorm. C'est surtout le passage aussi du crayon à Photoshop qui a permis d'essayer plusieurs combinaisons. Je pourrais encore vous parler de plein de créatures comme le Storm Beast, l'Hexapède ou encore l'Hippophérox, mais la vidéo serait encore plus longue alors qu'il est loin d'être fini, car il reste encore à créer l'environnement pour toutes ces espèces. Dans l'introduction du guide de Pandora sorti cette année, John Lando nous parle de sa première impression quand il a lu le script d'Avatar pour la première fois. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu le script d'Avatar de Jim en 1995. On trouvait dans ces pages certaines des idées les plus émouvantes, évocatrices et cinématographiques que j'ai lues. Les personnages étaient attachants et accessibles, les thèmes de l'histoire étaient universels et le monde, eh bien lui, il était tout bonnement incroyable, et présentait des possibilités illimitées. Pour créer cet univers sur grand écran, nous avons engagé les gens les plus brillants et les plus créatifs que nous connaissions. L'équipe comprenait non seulement parmi les meilleurs créateurs conceptuels de l'industrie, mais aussi un astrophysicien, un professeur de botanique, un peintre de renommée mondiale, un linguiste pour créer la langue Navi, et de nombreuses personnes au talent incroyable. Le monde splendide et époustouflant qu'ils imaginaient ne révélait qu'une petite partie de Pandora et ses habitants. Si aujourd'hui on peut lire de nombreuses critiques sur le film de Cameron, notamment sur son scénario, je suis plutôt d'accord avec ce que dit justement John Lando. La chose la plus bluffante à regarder reste quand même son environnement. Cet environnement qui est le fruit de l'imagination d'une dizaine, voire d'une vingtaine de personnes, est quand même l'une des causes du blues d'Avatar. Alors le blues d'Avatar, si vous ne connaissez pas, c'est un fait assez psychologique, que les psychologues et les psychiatres ont remarqué, c'est que les personnes, après avoir regardé Avatar 1 et maintenant Avatar 2, tombent dans une sorte de dépression, car justement le monde est tellement beau qu'on a envie de vivre dedans.
Et ça, c'est grâce au travail de Rick Carter et de Robert Stromberg. En effet, pour accélérer le projet, James et John vont engager Rick Carter et Robert Stromberg afin de prendre en charge une équipe de dessinateurs pour rejoindre déjà les 5 autres. Cette nouvelle équipe a une mission assez complexe. Enfin, ces deux nouvelles équipes. En effet, la première va être chargée de tout simplement imaginer la jungle de Pandora dans sa beauté et sa complexité. Donc de la flore, de la montagne, enfin des montagnes, des fleuves, enfin tout simplement de la planète. L'autre équipe, elle, va être chargée de s'occuper de ce que James va appeler l'enfer, à savoir la base militaire et scientifique de l'ADR. Alors si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement demandé, mais c'est qui ces deux gars-là? Ils sont pas connus, on s'en fout, passe à la suite. Et c'est normal. Mais en faisant des recherches, en fait, j'ai appris que Rick Carter et Robert Stromberg, ce sont des gens qui pèsent dans le game. Qui pèsent comme Daphné, si vous voulez. Alors Stromberg, lui, comment dire, il a jamais travaillé avec Cameron avant. Mais il s'est fait remarquer grâce à son travail de graphiste sur Solaris en 2002. Alors, Cameron l'a contacté, lui a demandé de faire un entretien. Fais-moi 2 paysages d'une planète étrange avec des montagnes flottantes. Et Robert, lui, si vous voulez, c'est un peu le lycéen. En gros, lui, il fait ses devoirs la veille, genre quelques heures avant. C'est ce qu'il a fait. Et sur ce terme assez vague, enfin, sur, on va dire, cette description assez vague de Cameron, lui, il a fait ça. Ce qui est quand même très stylé et très proche du résultat que nous avons dans le film. D'après les termes du graphiste lui-même, Cameron aurait dit, enfin, voilà ma planète, et je t'engage probablement, enfin, après. Enfin, il lui a sûrement dit ça après, car vraiment, il a été engagé, parce que son travail en même temps est juste magnifique. Alors Carter, lui, c'est un petit, c'est aussi un graphiste, comment dire, il a participé à des petits projets sans importance, genre Forrest Gump, le Pôle Express, ou encore Jurassic Park. Alors à son arrivée chez Lightstorm Studio, lui, il lui a fallu plusieurs heures pour digérer le scénario et l'univers. Ce qu'il a beaucoup aimé en fait, c'est le contraste entre la forêt, donc la nature, et tout simplement le côté humain, donc le côté assez robotique de tout simplement de l'ADR. D'ailleurs, ce contraste-là, il sera même visible pendant le tournage, car la forêt, elle, sera tournée entièrement en images de synthèse, tandis que la partie humaine, elle, sera faite, enfin, les décors auront été réellement construits avec des outils traditionnels. D'ailleurs, ce contraste, cette opposition entre la nature et l'homme, est, comment dire, assez propre à Avatar. En fait, le spécialiste des effets spéciaux de chez Weta Digital, Joe Letry, il nous décrit cette opposition comme ça. En fait, d'un point de vue conceptuel, Avatar ne ressemble à aucun autre film. Si on prend des films comme King Kong ou Le Seigneur des Anneaux, où on découvre quelques séquences virtuelles à mesure que se déroule l'intrigue, le concept d'Avatar, lui, était complètement différent. À peine sorti de la base, on sort du réel pour pénétrer dans un monde virtuel qui sert de décor à la majeure partie du film. Et pour bien séparer les deux lieux, on a demandé à Rick Carter de s'occuper seulement de la conception de l'enfer, et Stromberg, lui, de la partie végétale de Pandora. D'ailleurs, à ce dernier, il lui aura fallu 1 an pour imaginer les décors de la planète hors au crayon. Les couleurs, c'était l'étape suivante. Pour ne pas perdre le public, bien sûr, parce que Cameron, lui, il avait demandé qu'on ne s'inspire pas totalement de la Terre, mais aussi qu'on s'en éloigne un peu, mais pas trop, pour pas perdre le public du coup, et ben les dessinateurs ils se sont dit, bah tiens, on va prendre des plantes exotiques qui existent réellement sur Terre, on va les agrandir, les rapetissure, changer de couleur. D'ailleurs, parfois certaines plantes qui mesurent que seulement quelques centimètres sur Terre, ils les ont agrandies en x20, en x30 pour en faire littéralement des arbres. Le processus créatif était toujours le même. D'abord, les dessinateurs s'occupaient d'imaginer de mettre en couleur de grands paysages très vastes, avant de faire une sorte de zoom, enfin de s'occuper par des secteurs particuliers qu'ils détaillaient. En fait, si vous voulez, d'abord ils s'occupaient de la planète, puis de la forêt, puis de cet arbre-là, des plantes, et pour finir, de l'herbe en fait que nous voyons à la 30e minute du film. Mais moi en fait j'ai envie de vous parler de 2 arbres qui sont pour moi très importants mais qui ont été très compliqués à créer à cause de leur originalité et donc de leur rôle dans le film. Donc l'arbre des âmes et le Kelutral. Alors quand je parle de l'arbre des âmes, j'imagine que vous voyez de quel arbre il s'agit. Qu'il s'agit du plus bel arbre du film, mais aussi du plus important. Car il s'agit de l'arbre qui permet la connexion des Na'vi avec les esprits de leurs ancêtres. Le second, vous le connaissez tous. Vous connaissez pas son nom mais vous le connaissez. En fait, le Kelutral, c'est le nom de l'immense arbre qui sert de maison aux Omaticaya. Alors pour le premier, on reconnaît largement l'inspiration des bonsaïs pour rendre ce côté torturé, vieux, enfin pour lui donner tout simplement, on va dire, qu'il a du vécu quoi. Par contre, pour le Kelutral, ça a été plus compliqué. En fait, les dessinateurs, ils devaient surtout penser à la fonctionnalité de celui-ci. En effet, comme nous le savons, c'est dedans que les Na'vi vivent, dorment, mangent, font la fête, stockent leur nourriture, font des enfants,
Enfin, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Donc, il fallait rendre ce lieu pragmatique avant de le dessiner. Alors, comme on voit dans le film, les dessinateurs, ils ont décidé que cet arbre comprenait plusieurs étages bien distincts, consacrés à un espace de vie différent. Ils ont aussi ajouté des structures plus élastiques pour permettre aux navires de grimper plus facilement. Pour la grande taille de cet arbre-là, bah, c'est James Cameron qui l'explique. Alors, si vous n'avez pas séché vos cours de SVT et de physique, vous savez que la gravité, elle a un impact sur l'environnement. James Cameron, lui, voulait que Pandora ait une faible gravité. Et une faible gravité a une incidence sur la taille de l'environnement. C'est donc pour cela que les arbres, les plantes, les animaux, les navires, eh ben, ils sont tous grands. D'ailleurs, cette immensité permettait aussi d'accentuer ce côté magistral et irréel de la planète. Alors, une fois que les lieux importants du film étaient choisis et répertoriés, les dessinateurs pouvaient s'occuper de la végétation de la planète. Pour cela, ils prenaient des fleurs, enfin ça je vous l'avais déjà raconté, ils prenaient des fleurs exotiques et les agrandissaient 10 fois, voire 20 fois. D'ailleurs, ils n'ont pas eu besoin de chercher très loin, comme nous le raconte Stromberg, quand il s'était rendu à Santa Monica, probablement pour des vacances, il avait croisé la route d'un arbre tordu dans un parc qui l'a inspiré pour la forêt. En fait, tout était clair, la Terre avait bien plus d'imagination dans ce domaine que les hommes. Mais s'il y a bien une chose qu'on a tous aimé dans ce film par rapport à son environnement, c'est bien la bioluminescence de celui-ci. Alors cette bioluminescence de la forêt a bien sûr été inspirée par celle présente dans les fonds marins sur Terre. Celle-ci représente pour Cameron la présence d'une divinité telle que Gaïa, sauf que dans le film ils l'ont rappelée Ewa. Elle permet aussi de nous montrer l'interconnexion entre tous les éléments écologiques et physiques. En tout cas, ce détail était probablement le défi le plus compliqué pour les équipes graphiques chargées de la forêt. D'ailleurs, vous voyez la scène où Jake suit Neytiri dans la forêt la nuit, après l'attaque des Viperwolves. Il court au bout d'un moment sur un sol bioluminescent qui s'éclaire sous ses pas. Et bah déjà de 1, il s'agit de l'une de mes scènes préférées du film car elle est tout simplement belle. Et de 2, bah elle n'était pas dans le film à la base. En fait, elle a été rajoutée durant sa ressortie en août 2010, suite à une étude du graphiste Dylan Cole. En fait, lui, il s'était dit que ça pouvait être intéressant de rajouter cette interactivité en plus entre les êtres vivants. Comme quoi, en fait, l'environnement de Pandora évolue toujours, même un an après la sortie du film. Pour terminer cette partie sur la végétation, à la base, James Cameron voulait qu'elle soit bleue pour créer un lien visuel avec les navires. Mais cela agrandissait trop la différence entre l'univers floral de la Terre et ceux de Pandora. De plus, je pense qu'on peut être d'accord, mais du bleu sur du bleu, ça fait trop de bleu, ça aurait été un peu moche à voir, je pense. Enfin, du coup, ils ont gardé la couleur verte. Finalement, en fait, l'environnement de Pandora, c'est le fruit du travail de plusieurs personnes, de plusieurs dessinateurs et graphistes qui se sont tués à la tâche pour rendre ce côté magique à la flore de Pandora l'une des forces majeures de ce film. Alors enfin, on atteint cette fameuse partie sur la conception des navires. Je suis sûr que un grand nombre parmi vous attendez cette partie avec impatience car on entend plein d'histoires, plein de choses sur les navires, notamment sur leur fameuse couleur bleue. Et en même temps, les navires, c'est quand même, je pense, la chose la plus importante du film, car quand on pense à Avatar, on peut penser à la forêt, on peut penser à ces animaux, mais on pense surtout aux navires, ou du moins aux avatars, donc à ces grands êtres bleus. Et finalement, vous allez voir que le design des navires, il aura mobilisé toute la créativité des dessinateurs. Alors si le design que vous voyez dans le film, donc des avatars et des navires, eux ont été finalisés par les graphistes de Stan Winston Studio, une fois que le casting ait été fait en 2006, mais ce sont d'abord les dessinateurs de la grotte qui ont travaillé en premier sur le sujet. Alors eux au départ, ils se sont fondés sur les descriptions de Cameron dans son traitement initial. Et cela a donné de nombreux designs différents sur le peuple de Pandora. Par exemple, nous avons des designs qui ressemblent plutôt à des cyclopes, ou ceux qui sont proches de l'être humain, ou encore nous avons ces navires-là, qui pour moi se sont accouplés avec des têtards. Mais bon, finalement en fait, les dessinateurs ils sont restés sur un design proche de l'être humain pour ne pas rendre la romance de Jake et Neytiri étrange. Alors pour que cette romance fonctionne à l'écran, les dessinateurs ont réfléchi à comment rendre un extraterrestre différent de l'homme attachant, mais sans tout simplement lui donner des airs repoussants. Surtout que il s'agissait d'un des personnages principaux dont la romance était très importante pour l'histoire. D'ailleurs, James Cameron lui-même avait dit qu'il fallait donner beaucoup de charme à une fille ravissante dotée d'une queue. Cela explique d'ailleurs peut-être pourquoi certains d'entre vous ont eu un petit crush sur Neytiri durant leur adolescence. Faites pas genre de vous cacher, je vous vois. C'est donc pour répondre à cette question que les caractéristiques félines ont été sélectionnées par les dessinateurs. En effet, le nez et les oreilles félins nous sont familiers grâce aux chats qu'on voit tous les jours, sauf si vous habitez dans une grotte. Donc les mettre sur une tête humaine la rendait différente mais ne nous repoussait pas. Cette même logique a été utilisée pour les yeux. En effet, les navires ont de grands yeux jaunes, comme ceux de Neytiri,
Parce que tout simplement nous avons l'habitude de voir des yeux tous les jours, sauf si vous habitez encore une fois dans une grotte très profonde. Donc en fait, agrandir un peu leur taille ne nous choque pas réellement. D'ailleurs, John Londo, en travaillant sur le projet d'Alita quelques années plus tard, avait dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et en effet, dans le film, toutes les expressions du visage sont encore plus impactantes grâce à ces grands yeux jaunes. Du coup, les dessinateurs, ils ont toujours utilisé cette logique-là durant le processus de création du design des avatars et des navis. Et c'est pour cela qu'ils se sont retrouvés avec une couleur de peau bleue. En effet, dans une interview, James Cameron nous explique que la couleur de peau nous permet d'être différents sans être repoussants. Il fallait juste choisir la bonne pour un extraterrestre. Le vert et le gris étaient déjà trop pris dans le monde du cinéma et que pour Cameron c'était presque un cliché, et surtout ça collait pas à l'univers de Pandora. Pour lui, le rouge était une couleur bien trop violente, par contre le bleu, c'était la couleur parfaite. Parce que pour lui, ça lui rappelait l'océan et le calme, et nous savons tous que James Cameron adorait l'océan, mais surtout qu'il s'agissait d'une couleur que notre cerveau n'arrivait pas à comprendre, ce qui était plutôt une bonne idée, et surtout qu'il en existait plusieurs déclinaisons, et c'était très beau. Donc les dessinateurs pouvaient s'amuser à faire plein d'avatars bleus et de navis bleus avec plusieurs déclinaisons de bleu différents. Ça fait trop de bleu dans cette phrase. Mais du coup, finalement, cette couleur-là était donc le choix définitif pour la couleur des peaux des navis. Nous avons enfin la réponse à cette fameuse question. Let's go! Donc au final, nous avions un humanoïde à la peau bleue, doté d'oreilles qui pouvaient s'articuler, d'un nez proche de celui des chats et d'une queue. Ils avaient des grands yeux, un corps allongé et souple, et des mains à 3 doigts avec un pouce. Et certaines personnes sont quand même tombées amoureuses de Jake et de Neytiri. Mais en même temps, je les comprends, car ce design-là, c'est le meilleur design qu'on aurait pu avoir. Car imaginez Neytiri avec la tête de tétard que nous avons vu juste avant. Le film n'aurait pas autant marché, je pense. Alors dans cette conception des navis, le point de départ le plus important était le dessin de Neytiri par James Cameron. C'était d'ailleurs le dessin préféré du dessinateur George Duchel, car il s'agissait à la base d'un simple crayonné, avec des contours de visage assez flous, mais qui possédait déjà certains traits du personnage. C'est en fait ce dessin-là donc qui a permis au dessinateur de créer les navis. C'est donc en 2005 que le physique de Neytiri vit le jour. Une fois que les dessinateurs avaient trouvé les caractéristiques spécifiques aux navis, il fallait trouver ceux des avatars qui devaient être différents à cause de la présence de gènes humains dans leur ADN. C'est donc pour cela que les avatars avaient une peau plus claire par rapport aux navis, mais c'est aussi pour cela qu'ils ont 5 doigts comme les êtres humains. De plus, pour bien différencier entre les avatars et les navis, les dessinateurs voulaient encore plus accentuer les traits des acteurs qui interprétaient les avatars. Alors en 2005, il n'y avait pas encore de casting définitif. Il y avait seulement quelques idées d'acteurs qui auraient pu interpréter certains personnages. Et justement, les dessinateurs, ils voulaient passer à l'étape suivante en dessinant justement certains personnages en s'inspirant d'acteurs envisagés pour le film, pour voir à quoi ça allait ressembler. Mais Cameron ne voulait pas par peur, car il voulait justement pas que les dessinateurs et lui-même s'enferment justement dans des idées préconçues. Il faudra attendre 2 ans encore, une fois que le casting soit officiel, pour que ce soit les graphistes du studio Stan Winston qui s'occupent de justement finaliser le design des avatars. Alors en regardant cette deuxième grande partie, vous allez me dire que James Cameron en fait, c'était quelqu'un de très sévère avec ses dessinateurs. Et je vais pas vous corriger car oui, il l'était, mais cela arrangeait beaucoup les dessinateurs, comme nous le dit Bartoli. J'ai déjà travaillé avec des réalisateurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Comme ils n'ont pas d'idée définie, ils nous attendent des dessinateurs qui leur proposent tout et n'importe quoi afin de disposer du choix le plus large possible. En fait, ce genre de démarche réclame du temps et fait perdre beaucoup d'énergie à tout le monde. Or, Cameron est un dessinateur et savait très bien ce qu'il voulait. Tout en restant ouvert à nos suggestions, il n'hésitait pas à nous donner ses instructions. C'est d'ailleurs la même chose pour George Duchel qui nous disait que travailler pour Jim n'était pas tout facile, il est extrêmement méticuleux et très exigeant. D'un autre côté, il vous pousse à vous donner le meilleur de vous-même. Dans ma carrière, j'ai travaillé avec pas mal de réalisateurs qui vous disent aussitôt que ce que vous faites était génial. Avec Jim, c'était plutôt une victoire s'il vous faisait un compliment dans la semaine. Mais quand il vous dit que ça lui plaisait, c'était totalement sincère. Alors avant de terminer cette partie sur les navis, je voudrais vite fait vous parler de la langue des navis. Car c'est vrai que dans le milieu du cinéma, quand on pense aux langues qui ont dû être créées spécialement pour les films, on pense surtout à la langue elfique du Seigneur des Anneaux, inventée par J.R.R. Tolkien. Et la langue des navis, elle est tout aussi complexe. En effet, c'est James Cameron qui a demandé au professeur Paul Fromer de créer une langue de toute pièce, facile à mémoriser pour les acteurs, mais aussi différente de tous les langages existants. Alors pour cela, le linguiste, il est parti d'une structure grammaticale spécifique et d'un vocabulaire bien particulier suivant des règles de prononciation. Ce sont les noms polynésiens et indonésiens comme celui de Neytiri et Tsuté qui ont inspiré Fromer pour mettre en point des sonorités compatibles avec les langues de cette région de la Terre. Il a surtout ajouté des nombres plosives, des consonnes, comme le P, T et K, afin de faire des combinaisons inédites comme le ta et fko,
qui sont assez inhabituels dans les langages enfin, occidentaux. Il a fait plein de changements, il a aussi créé plein de règles sur le masculin féminin et je vous conseille de suivre ce mec-là si vous voulez vraiment apprendre le Navi. Il est sur TikTok, il fait des cours tous les jours. Voilà, je vous mets son pseudo en commentaire pour ceux à qui ça intéresse. Mais du coup, voilà, j'aurais pris du temps pour cette partie et pourtant j'ai dû mettre de côté enfin, plein d'informations sur les navis, sur l'environnement ou encore sur les animaux. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que j'ai pu louper et ce que vous voudrez voir justement dans la vidéo qui, comment dire, sera consacrée à certains points que j'ai pas pu parler, enfin que j'ai pas pu traiter dans cette vidéo-là.